Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de voyage. J'ai envie de vous raconter comment ça se passe, la mode masculine et les comportements de consommation dans les différents pays où soit j'ai vécu, soit j'ai simplement séjourné le temps de quelques vacances, ou alors pour le travail avec Bonne Gueule, et comment là-bas les gens s'habillent, ou comment est-ce que simplement ils consomment, ils achètent la mode. Et vous allez voir que souvent c'est très différent de la France. Alors c'est parti, on embarque. Et pour commencer, c'est le cœur qui parle. J'ai envie de me souvenir de cet incroyable voyage qu'on a fait avec Benoît, Jason et Luc, d'autres collaborateurs de Bonne Gueule, dans le pays qui nous fascine depuis toujours, le Japon. Au Japon, ce qui nous a le plus étonné en arrivant, c'est que les styles les plus exubérants côtoient les styles les plus tristes et ternes. Parce qu'en fait, les Japonais, quand ils ont moins de 30 ans, eh ben, ils s'habillent vraiment avec plein de trucs, ils mélangent du streetwear, des choses parfois complètement folles, ou alors des vêtements préppy, ils mélangent du vintage du début du siècle, là, des choses qui viennent de sortir dans des labels comme Bape. Et d'ailleurs, ça alimente un marché de la seconde main qui est absolument démoniaque. Vous imaginez pas le nombre de friperies de qualité où toutes les marques se côtoient et vous pouvez acheter des trucs de dingue pour vraiment pas très cher. Mais après 30 ans, en fait, beaucoup de jeunes japonais deviennent ce qu'on appelle des salarymen, c'est-à-dire des cadres dans des grandes entreprises japonaises. Et à ce moment-là, l'exubérance, c'est fini. On passe vraiment de plein pied à l'âge adulte et ça devient le costume noir de rigueur. Et quand vous vous baladez dans des quartiers comme Harajuku, où on a vraiment cette jeunesse tokyoïde qui a envie de s'amuser, et qu'ensuite vous reprenez le métro, et que là vous avez tous les salarymen à 18h qui rentrent chez eux, en costume noir, chemise blanche, cravate noire. Mais quand je dis ça, c'est qu'il n'y a pas un costume bleu ou une cravate d'une autre couleur que du noir aussi, hein. C'est complètement dément. On se dit quand même que c'est un pays qui est assez différent du nôtre, hein. Et au milieu de ces deux tendances qui finalement n'ont rien à voir, il y a aussi ces mecs complètement fous, les Karatsusoku, c'est ce qu'on appelle le clan des corbeaux. C'est des mecs qui vont s'habiller entièrement en noir, mais avec des vêtements parfois super exubérants. C'est vraiment le pont entre les deux mondes. L'autre truc qui est vraiment prédominant dans ce que les Japonais consomment en vêtements, c'est cette hyper importance donnée à la fonctionnalité. Chaque vêtement doit être très technique et très adapté à l'usage qu'ils vont en faire. Et par exemple, vous avez des marques comme Snow Peak qui sont spécialisées dans le vêtement de camping de luxe. Et les vêtements techwear que vous allez avoir chez Snow Peak, donc par exemple les imperméables, les chemises ou les vêtements un petit peu chauds pour les petites soirées de printemps, ils vont tous être inifugés au cas où il y aurait une braise à un moment qui sauterait sur un des vêtements. Et ce délire de pousser vraiment la fonction à un tel point, ça je l'ai vu vraiment qu'avec les Japonais. Autre tendance que j'ai vue de plus en plus au Japon, c'est ce qu'on appelle l'athleisure. L'athleisure, c'est un mot un peu bizarre américain qui est la contraction de l'athlétisme et du leisure, donc c'est-à-dire finalement du sport et du confort. Et en fait, toute cette tendance qui vient de la côte ouest des États-Unis de porter des vêtements de yoga ou de l'athlétisme, même dans des contextes professionnels, ça arrive aussi très très fort au Japon, sans doute une conséquence des JO Tokyo qui auront lieu en 2020. Et bien sûr, comment parler du Japon sans parler du wabi-sabi ? Le wabi-sabi, c'est cette philosophie qu'on adore chez Bonne Gueule, qui pourrait se traduire par l'éloge de la beauté imparfaite. Et en fait, ça consiste à développer des vêtements dans lesquels on sent les imperfections qui sont liées à la main humaine du tisserand, liées à l'artisanat. Des vêtements aussi qui acceptent l'épreuve du temps, donc on est sur des matières qui se patinent, comme une belle toile de jean, comme un beau cuir. C'est une philosophie de la beauté qui est vraiment très différente par rapport à ce qu'on a en Europe, parce qu'en Europe, pour nous, la beauté, c'est quelque chose de lisse, de parfait. Et pour beaucoup de Japonais, la beauté, c'est quelque chose qui laisse une place à l'émotion et à l'introspection. Et c'est pour ça, finalement, qu'ils ont toutes ces matières qui ont beaucoup plus d'aspérité, qui ont un rendu beaucoup plus organique. Et nous, chez Bonne Gueule, on adore ça. Et cette tendance du wabi-sabi, elle apparaît vraiment dans plein de domaines des arts japonais. Par exemple, quand ils vont faire de la poterie, il y a un truc qui s'appelle le kintsugi. Et en fait, il s'agit de réparer un objet cassé, un bol par exemple, avec de l'or fondu pour donner non seulement une seconde vie à l'objet, mais aussi le sublimer. Et finalement, c'est un objet qu'on a réparé, mais qui est pas moins beau, qui est encore plus beau que le précédent. Et là aussi, les Japonais, ils ont une poésie dingue quoi, dans leur artisanat. C'est quelque chose qui nous a vraiment subjugués là-bas. Sinon, dans les trucs qu'on a beaucoup vus, c'est une vraie fascination des Japonais pour le workwear et l'americana. Le workwear, c'est tout ce qui concerne les vêtements de travail, que ce soit des vêtements d'origine militaire
ou des vêtements qui sont plus liés au travail des bûcherons, des forestiers, des mineurs. Et ça, couplé à leur amour pour tout ce qui se collectionne, eh ben, ça fait vraiment parfois des Japonais qui sont obsédés par la recherche de tous les jeans Levi's des années 50 et 60. On a rencontré certains fournisseurs de tissus, par exemple, comme Monsieur Takana, et c'était juste dingue de voir leur obsession quoi, pour aligner le max de jeans possible, mais tous avec des petits détails différents et dans des matières qui sont celles de l'époque. Et l'Americana, ben, c'est quelque chose de très japonais aussi. C'est une fascination pour l'Amérique des années 50-60, mais c'est pas vraiment une Amérique réelle, c'est pas l'Amérique de la guerre froide, c'est pas l'Amérique de la ségrégation, c'est une vision qui est finalement très sublimée de ce qu'était l'Amérique, qui retient que le meilleur. C'est l'Amérique des diners, c'est l'Amérique de l'essor industriel. Et les grandes écoles aussi américaines. Et du coup, il y a beaucoup de Japonais qui s'habillent comme les mecs des années 50-60, des écoles de Princeton ou de Harvard, avec les cravates club, les petits blazers avec les boutons dorés. Ça, c'est quand même assez rigolo à voir. Alors, on a beaucoup parlé de ce qu'ils consomment, mais c'est aussi intéressant de voir comment ils consomment. Déjà, le e-commerce, ça n'a pas du tout pris le même ampleur qu'en France pour les vêtements. 80% des Japonais consomment leurs vêtements en boutique. Alors, si j'étais un petit peu mauvaise langue, je dirais que c'est parce que leurs sites e-commerce sont quand même souvent assez obscurs, pas très fonctionnels, assez difficiles à utiliser, et c'est pas qu'une question de langue. Mais je pense que c'est avant tout parce que les Japonais, ils retrouvent dans les boutiques des choses qu'on n'a pas non plus en France. Les boutiques au Japon, elles foisonnent de détails. Vous avez en face de vous du staff qui est ultra cultivé sur le vêtement, qui sait vous expliquer l'histoire de chaque pièce, l'histoire de chaque matière, comment le porter. Quand je suis allé par exemple m'acheter un jean, en face de moi j'avais même un mec qui avait un diplôme de denim sommelier, ouais, sommelier comme dans le vin. Et il avait fait une formation supplémentaire avec des études pour l'avoir, son diplôme de denim sommelier. Et c'est un mec qui savait précisément me dire, en fonction de ma morphologie et de la détente de la toile, quelle taille j'allais devoir choisir. C'est quand même dingue. Et ce que j'adore aussi quand on achète des vêtements dans une boutique japonaise, c'est cette énorme attention portée à tous les petits gestes. Le fait de prendre un soin énorme à plier le ticket de caisse, à le mettre dans une petite enveloppe, à vous le tendre des deux mains, avec énormément de gentillesse, de sourire. On a presque envie d'acheter juste pour avoir tout cet amour, quoi. Alors évidemment, faut pas le faire, mais voilà, on aimerait bien avoir plus de gens comme ça aussi dans notre pays à nous qui sont pas juste là pour vous pousser un vêtement, vous faire ensuite sortir dans la boutique et vous solliciter par mail juste quand vous avez envie, juste quand eux ils ont envie que vous repassiez à la caisse, quoi. Et j'ai encore en mémoire ce chocolat qui a été préparé pour Benoît dans la boutique Visvim, où tout le chocolat il avait été spécialement choisi par le fondateur, et que quand Benoît a commandé son chocolat chaud dans le bar de la boutique Visvim, la dame elle a tout doucement enlevé chaque petit morceau de chocolat, mis chaque petite pépite, tout mélangé avec un mini réchaud qu'elle avait sorti et branché à une petite prise électrique. C'est totalement japonais, quoi. Et pour finir, j'ai envie de partager avec toi 3 marques japonaises que j'adore. La première, tu la connais sans doute parce qu'on la trouve un petit peu en France, c'est Momotaro. Mais au Japon, il y a encore une offre qui est bien plus développée, et puis surtout, tu n'as pas toutes les taxes et les coûts d'importation. Et au final, tu peux te payer des jeans de ouf à 120, 130 euros dans des toiles vraiment uniques. Ouais, voilà, Momotaro au Japon, c'est encore une autre expérience que les quelques trucs d'import que tu peux trouver dans des boutiques très nichées en France. La deuxième marque japonaise que j'aimerais partager avec toi, c'est Kulo. C'est un petit label très très confidentiel. Et les mecs, en fait, ils bossent à fond le délavage de chacun de leurs jeans. Ils se posent vraiment la question dans chaque choix de matière, comment il va délaver. Ils font beaucoup de vêtements aussi avec ce qu'on appelle du typewriter cloth. C'est littéralement du papier machine à écrire. Et en fait, c'est des papiers, c'est une espèce de coton avec un peu de polyester qui ont un côté très crisp, qui se froissent un peu, mais qui sur un beau par-dessus ou sur une surchemise ont des rendus vraiment ouf. Et parfois même ils les teignent à l'indigo et à nouveau on retrouve le délavage juste sur les arêtes du tissu qui est un petit peu froissé. Et la troisième, très très peu distribuée en France, c'est Blue Blue Japan. C'est une marque qui elle est fondamentalement basée sur l'indigo. Et donc ils vont faire des workwear jackets, des denims, des chemises, et à chaque fois tout en indigo, dont certaines matières à l'indigo naturel.
et c'est même pas si cher que ça, quoi. Et si tu veux en savoir plus sur le Japon et sa mode, Christophe, le gentil rédac chef, me fait penser à rajouter en bas de la vidéo le lien des vidéos qu'on a tournées lors de notre visite au Japon. Tu vas voir, il y a encore plus de trucs de dingue, des visites de musées abandonnés, des rencontres avec des gens qui entretiennent des savoir-faire parfois millénaires. Tout ça dans le lien de la vidéo. Va voir ce reportage, je pense que tu vas kiffer. Maintenant, on part à 2 heures d'avion du Japon, en Corée, chez les lointains cousins des Japonais. Ils n'aimeraient pas trop qu'on dise ça. Et quand même, c'est assez proche, c'est un pays qui a des comportements de consommation et des goûts très très différents des Japonais. Déjà, là où les Japonais consomment en moyenne 85 $ par an en vêtements, les Coréens vont dépenser 140 $ en moyenne. C'est beaucoup plus. Et c'est vrai qu'ils ont ce côté shopper compulsif. Les tendances vont super vite et encore plus que les Japonais, ils achètent, et chez eux, ça ne s'arrête pas après 30 ans. Et ce qui est assez marrant avec ces deux pays, c'est que pendant très très longtemps, les Coréens copiaient tout ce qui était à la mode au Japon et se mettaient à le porter. Et à présent, c'est totalement inversé. En Corée, il y a un truc qui s'est passé depuis 10 ans qui s'appelle le Hallyu. C'est une sorte de French Touch coréen. C'est le soft power coréen. C'est le fait que de plus en plus, la culture coréenne, son cinéma, ses stars, sa K-pop, sa cuisine, ses traditions, s'exportent de plus en plus dans le monde. Et aujourd'hui, ce sont les Chinois, les Japonais, etc. qui copient et qui se mettent à suivre ce que portent les Coréens. Et les Coréens, ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand bien même c'est eux qui influencent maintenant tout l'Est asiatique, ça reste des consommateurs qui copient et qui ont besoin de beaucoup s'inspirer par les stars de la musique et les stars du cinéma. Quand vous avez un groupe comme BTS qui va se mettre à avoir tel ou tel gimmick dans ses tenues, à porter tel ou tel nouveau style de vêtements, vous pouvez être certain que 2-3 mois plus tard, ça va être proposé dans les boutiques et ça va cartonner. Là où le consommateur coréen est vraiment très très différent du japonais, c'est que autant les Coréens embarquent toute cette hyper-modernité autour des applis mobiles, de l'Internet, des tendances qui n'arrêtent pas de changer, autant ils font totalement l'impasse sur le désir de comprendre la qualité et de s'intéresser aux enjeux sociaux et éco-responsables. Par exemple, le japonais, il a vraiment envie de savoir comment c'est fait, il adore l'artisanat, il va vouloir que ce qu'il achète, ça s'inscrive dans une sorte d'harmonie, que ça ne crée pas de la pollution, que ça n'exploite pas des gens. Le coréen, il n'est pas encore aussi abouti, pas encore aussi sophistiqué. Ça choque par exemple personne dans les grands magasins coréens de voir des étalages de fourrure. Les gens se jettent dessus et personne ne se dit est-ce qu'on a besoin de produire autant et de tuer autant d'animaux pour leur peau. En Corée, les hommes sont aussi beaucoup plus décomplexés par rapport à leur style. D'ailleurs, c'est assez fréquent de voir des mecs qui se maquillent. Ça choquera personne, alors que pour un japonais, ça passerait pas trop. Ce qui est assez marrant aussi avec la Corée, c'est qu'il y a une énorme tendance des vêtements à message. Finalement, ça s'inscrit bien dans cette histoire d'hyper-tendance et de messages qui n'arrêtent pas de changer, de tourner. Et autant parfois, il y a des trucs un peu cool, autant parfois c'est un petit peu ridicule quand c'est du français mal traduit ou des choses comme ça. Et dernier élément de la mode coréenne, si vous y allez, vous allez peut-être voir des couples hommes-femmes habillés de la même manière. Et c'est ce qu'on appelle le matching clothing. Et c'est pas du tout vu comme cheesy et un petit peu naze en Corée. C'est plutôt un truc assez cool, quoi. Et parfois, il y a même le chien qui suit avec la même mode. C'est quand même complètement dingue. Selon moi, ce qui fait que les tendances arrivent et repartent tellement vite chez les Coréens et que les consommateurs soient tellement à la recherche de nouveautés, c'est déjà, dans un premier temps, que Séoul, c'est 25 millions de personnes. C'est une ville qui est tentaculaire. C'est beaucoup plus grand que Paris, Berlin ou Londres. Et du coup, dans le fait d'avoir autant de gens dans une seule ville, il y a à la fois des besoins de différenciation qui sont extrêmes, et en même temps, quand tout le monde est agglutiné, dès qu'il y en a un qui trouve un truc qui est un peu cool, tout de suite tout le monde le reprend, quoi. Faut aussi savoir que en Corée comme au Japon, il y a le fait de faire comme les autres, c'est pas vu comme un truc de suiveur, c'est vu comme un truc plutôt cool. C'est parce que c'est une culture du collectif, c'est pas une culture de l'individualisme. Et c'est ce qui fait que autant au Japon, on va tomber dans l'excès un peu négatif de faut faire comme tout le monde, donc si tout le monde porte un costume noir, il faut porter un costume noir. En Corée, ça va être dans l'excès inverse. Si à un moment il y a une nouvelle mode, il faut absolument la suivre. Et l'autre truc qui fait que les tendances se propagent extrêmement vite, c'est l'importance du digital en Corée. Les Coréens, ils ont 2 périmètres applicatifs qui s'appellent Kakao et Naver. Naver, c'est une sorte de Google géant pour les Coréens. Et Kakao, c'est une appli mobile qui fait à la fois Snapchat, PayPal, Instagram, Uber. Vous pouvez réserver un taxi, avoir des idées de
de coupe de coiffure avec un espèce d'Instagram intégré et dans la foulée vous pouvez réserver le coiffeur où vous avez apprécié la coupe. Vous pouvez tout faire à la fois, vous pouvez même payer un frappuccino à votre copine à distance si elle a passé une mauvaise journée pour qu'elle, en passant son téléphone contre une borne, elle puisse le recevoir gratuitement. Et en fait, le fait d'avoir des outils qui sont tellement développés, voilà, ça fait que les tendances, les gens les ont directement connectées et greffées à la main, quoi. Il faut savoir que la Corée, c'est un des pays où il y a le plus fort taux de pénétration des smartphones au monde, avec un taux qui avoisine 100% de la population. Ce qui est assez rigolo et ce qui m'a beaucoup étonné en Corée, c'est qu'ils ont un canal de distribution des vêtements qu'on n'a pas du tout en France, ou alors très peu et qu'on juge très ringard, c'est le télé-shopping. Là-bas, le télé-shopping, c'est un truc complètement cool, beaucoup plus moderne, c'est pas du tout le mec ou la nana qui est comme ça avec son mixeur. Et ça représente un chiffre d'affaires global en Corée de 20 000 milliards de won, ça fait quasiment 15 milliards d'euros, soit un ordre de grandeur équivalent au marché de la mode en France, quoi. Et dans leur télé-shopping à eux, les consommateurs peuvent directement avec leur télécommande afficher des représentations du vêtement sur leur propre avatar. C'est un peu comme s'ils faisaient un essayage virtuel. Avant de te donner les marques locales que je préfère, c'est assez marrant de se rendre compte que la plupart sont détenus par des grands groupes que tu connais, mais pour totalement autre chose. Par exemple, Samsung ou bien Hyundai, ils possèdent pas que des usines de production de voitures, ils possèdent aussi des télécoms, de l'énergie, des infrastructures portuaires, mais aussi des grands magasins, des chaînes de pop-up stores et des marques. C'est un peu comme si en France, il y avait Renault qui possédait à la fois les Galeries Lafayette, Bonne Gueule, Le Bon Marché et une société obscure qui fabrique des trains, quoi. Et du coup, il y a ce côté qui est hyper contrôlé en fait par des grands groupes. C'est ce qui fait que souvent le vêtement coûte un peu cher. Mais en même temps, on trouve quand même quelques belles marques. Par exemple, il y a une marque qui est réellement indépendante qui s'appelle Woo Young-mi. Ça a été fondé par Madame Wu, ça a été des pionniers de la mode coréenne. Et ils ont des lignes un petit peu plus abordables qui s'appellent System. Et ça, c'est vraiment une super marque. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, pareil, c'est un jeune label qui s'appelle Bastong. C'est une sorte de barbour coréen avec des coupes beaucoup plus fit qui collent mieux, je pense, aux consommateurs modernes et aux gens qui suivent Bonne Gueule. Et vous devrez bien aimer aussi cette marque. Maintenant, on reprend l'avion pour 6 heures de vol, direction Singapour. Singapour, c'est un pays que j'adore parce que j'ai eu la chance d'y finir mes études pendant 6 mois et j'y retourne assez souvent. C'est un pays qui a une grande place dans mon cœur. Et on retrouve des comportements de consommation et une mode qui n'a rien à voir. Déjà, il faut savoir que Singapour, c'est quasiment sur l'équateur. Donc au niveau de la météo, tu ne vas pas porter les mêmes trucs que quand tu es dans un pays temporé comme la Corée ou le Japon. C'est ce qui fait que déjà, tout ce qui est selvedge, tout ce qui est gros manteau, t'oublies. Le Singapourien, il veut des trucs très légers. Donc tu as beaucoup de lin, tu as beaucoup de rami, qui est une sorte d'équivalent du chanvre. C'est une ortie japonaise, le rami. Et pareil, au niveau des chaussures, sortie des bureaux, les gens ils sont tous en flip-flop. D'ailleurs, c'est assez drôle parfois. Quand tu passes devant un grand hôtel, tu as des milliardaires qui arrivent dans des Ferrari, et les mecs ils vont sortir avec littéralement des Crocs et une chemise et un t-shirt H&M. Il y a une notion des symboles de richesse et des choses importantes qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir en Europe. Il n'y a pas du tout un côté où le vêtement dit qui tu es. Là-bas, c'est plutôt la voiture qui dit qui tu es. Mais par contre, le vêtement, voilà, il doit être juste confortable, utile. C'est vraiment un truc radicalement différent. Après, tu as quand même des gens qui s'intéressent vachement aux vêtements à Singapour, et quand tu es dans certains quartiers, comme par exemple Arab Street, ou avec des rues comme Haji Lane, où tu vas avoir plein de petites boutiques, une mode très colorée, avec plein de motifs, très streetwear, souvent qui s'inspirent aussi des tissus de la zone, parce que un des grands voisins de Singapour, c'est l'Indonésie, et l'Indonésie, c'est connu pour le batik, c'est un tissu avec plein de petits points partout, parce que en fait, les femmes, historiquement, là-bas, elles mettent font des dessins en cire sur les tissus, avant de les plonger dans des colorants, pour ensuite enlever la cire et faire apparaître le motif qui, du coup, n'est pas imprégné par le colorant. Et tout ça, ça se retrouve aussi sur les créateurs locaux. Il y a toute une scène comme ça qui se développe. Singapour, il y a le côté créateur local, et il y a aussi le côté grand groupe de luxe.
Comme c'est un pays où il fait extrêmement chaud, il fait tout le temps 33 degrés avec 90% d'humidité, c'est un peu comme vivre dans un sauna toute l'année, et ben, la plupart du shopping se fait dans les malls, ce sont des énormes centres commerciaux, mais qui peuvent être très très luxueux. C'est pas comme en France où en général le centre commercial c'est pas tellement l'endroit où on a envie d'aller. Là-bas les Singapouriens ils adorent ça. Et du coup pendant leur journée, ben, ils se font toutes les boutiques de luxe, de créateurs, souvent il y a un peu tout qui est mélangé. Et puis entre-temps ils se font des grosses bouffes au 7e, au 8e étage du mall, où là vous avez plein de restaurants qui vendent plein de cuisines différentes. Et on peut littéralement vivre et passer la journée entière en s'amusant au mall, où en même temps il y a un cinéma intégré. Et du coup, voilà, comme le Singapour il fait très chaud, il ne va pas trop insister sur la mode. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'il va quand même posséder des vêtements d'hiver, parce que dans ces malls, souvent il fait 16 ou 17 degrés, parce que pendant très longtemps, un des symboles de richesse pour montrer qu'on était opulent, c'était de mettre la clim à 16 degrés, juste parce qu'on peut le faire. Et qu'on a assez de sous pour dépenser autant en énergie. Et du coup, ben, dans les malls luxueux, souvent il fait très froid, dans les cinémas aussi, chez les gens aussi, dans les bureaux. Et donc ben, les gens vont quand même porter leur petit cardigan, un peu style bon enfant. Souvent on a une mode qui est quand même assez prépi. Le dernier truc qui est vraiment propre à Singapour, c'est que Singapour c'est vraiment un des berceaux des startups en Asie. C'est un pays qui est ultra moderne, c'est souvent Hong Kong ou Singapour qui est cité comme les pays les plus modernes au monde en matière de santé, d'innovation technologique, de transport, de mode pour voter, de qualité des gouvernements, etc. Et du coup, en fait, toute cette modernité, en fait, ça attire beaucoup de startups. Et dans le tas, il y a beaucoup de boîtes qui sont développées sur le e-commerce, dont certaines qui sont spécialisées un peu comme Vide Dressing sur les achats de revente. Et ça devient un truc qui est vraiment courant aujourd'hui chez les Singapouriens, c'est le fait de mettre beaucoup de vêtements en vente, et c'est aussi lié par le fait qu'ils ont tendance à acheter beaucoup de vêtements et pas forcément tous les porter. Donc maintenant, une bonne partie de ces vêtements commence à arriver sur leur plateforme. Et là où c'est un phénomène qui a une ampleur de dingue, c'est que les Singapouriens ne portent que 20 à 40% de leur vestiaire. Le reste, ça part sur les plateformes. Alors j'aurais bien aimé te donner des bonnes marques singapouriennes, mais malheureusement, à part trouver quelques petits labels super nichés dans le quartier arabe à Haji Lane, tu risques de ne pas trouver grand-chose. Par contre, autant Singapour, c'est la destination du shopping, c'est un peu le Dubaï du sud-est asiatique, autant toutes les marques que tu trouves, c'est que des marques étrangères. Et ça va de l'ultra luxe, mais même à plein de marques françaises qui, pour autant, en France, sont pas très cotées. Par exemple, tu vas trouver plein de magasins Célio à Singapour, et là-bas, ça coûte 50% plus cher pour le même vêtement qui est assez bas de gamme en qualité. Donc malheureusement, autant Singapour, tu peux y faire plein de trucs géniaux, manger de la bouffe trop bonne, t'éclater, voyager autour pour pas cher, autant bien s'habiller à Singapour, c'est pas si évident. C'est fini pour ce petit format sur les 3 pays asiatiques que je connais bien. Malheureusement, j'ai pas pu faire la Chine parce que j'y suis jamais allé. Et je te dis quand même peut-être à bientôt pour un format similaire sur les pays occidentaux. De ton côté, n'hésite pas à aller voir bonnegueule.fr, à t'abonner, à laisser un pouce bleu, et puis aussi surtout à aller voir notre marque Bonne Gueule sur shop.bonnegueule.fr, parce que nous, notre mission, c'est d'aller tout autour du monde rassembler les savoir-faire qu'on adore. Par exemple, on utilise 30 à 40% de matières premières japonaises pour faire nos collections de mode masculine française, européenne. Donc si tu es curieux de voir ce que donnent des matières japonaises dans des styles français, va voir la marque. Et surtout, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, à poser tes questions, à lancer des débats. Moi, je réponds toujours avec très grand plaisir à chaque commentaire. Et du coup, je te dis à très vite de l'autre côté.